Il s'est présenté de lui-même à 9 h devant les portes de la prison de la Santé. L'ancien secrétaire général de l'Élysée, Claude Guéant, est placé sous écrou pour 9 mois, incarcéré dans le quartier des personnes dites vulnérables, dans une cellule individuelle. Moi, je connais très bien les affaires sur lesquelles je suis mis en cause. Vous les connaissez un peu parce que vous en lisez dans la presse. Donc, je sais ce que j'ai fait, je sais ce que je n'ai pas fait. C'est la raison pour laquelle je dis que je suis l'objet d'un véritable déni de justice. Moi, je vais vous dire, j'ai une pensée pour lui. C'est quelqu'un qui a plus de 77 ans, qui est malade. Oui. Donc c'est pas très agréable. Oui. J'ai entendu sur votre plateau, sur vos plateaux. C'est pas très agréable, c'est oui, sûr, de d'accord. se Mais retrouver en moi prison. je ne sais pas dans quelles conditions la décision d'incarcération a été prise. Donc Il ne payait pas ce qu'il devait. Vous avez eu accès au dossier ? C'est ce qui est écrit partout. Voilà. C'est ce qui est. Voilà. Oui, c'est tout le sujet. Pas eu accès au c'est dossier. tout le sujet. Enfin, j'imagine que les magistrats ont eu accès au dossier. Bah oui. C'est une affaire de voyous, c'est un des méthodes de voyous. C'est très étrange quand même. Madame, faites très attention au vocabulaire que vous employez. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui plaisante. Donc vous ne parlez pas de moi comme un voyou. Je souhaite avoir une pensée sincère envers tous les gens de droite qui hurlent au laxisme de la justice et qui, cette semaine, eux non plus ne doivent pas avoir les yeux en face des trous. Comment vas-tu, David ? Ça va très bien. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'étais à Roubaix hier, très intéressant, Roubaix. Il se passe plein de choses, on y reviendra. Et j'ai raté mon train. D'accord. C'était le dernier train. Autant vous dire que je suis là ce matin, c'est pas la grande pêche. D'où Donc le café sur la table. On va appeler cette chronique la tête à l'envers. Alors les copains Roubaix m'ont suggéré la chronique ça passe. Ouais. Ça passe aussi. Et vu que je suis d'humeur un peu revancharde, on va aujourd'hui passer en revue quelques profils de personnalités poétiques qui ont moins bien dormi que moi ce matin. Alors, qui a mal dormi ce matin ? Claude Guéant. Claude Guéant, mauvaise nuit. Claude Guéant, il dort en prison, là, Claude Guéant, pour une histoire tellement bête en plus. Ah, c'est dommage. Quel dommage pour l'ancien secrétaire général de l'Élysée, parce que en 2019, Claude Guéant était condamné définitivement par la justice à 2 ans de prison, dont un ferme pour détournement de fonds publics. Une broutille, hein, on parle de quelqu'un qui utilisait ce qu'on appelait les frais d'enquête et de surveillance, c'est-à-dire les fonds pour payer en liquide les missions sensibles des enquêteurs, pour lui-même a priori. Un petit billet dans la poche, ça fait toujours du bien. Alors, Claude Guéant dormait pas trop mal jusqu'ici, il était en liberté conditionnelle, hein, voilà, on s'arrange. Mais problème, il n'a même pas très bien payé les dommages et intérêts suite à sa condamnation. Donc là, la justice s'est dit, ça va un peu loin quand même, tu abuses un peu, Claude. Même moi, qui suis pas fan de la prison, je me suis dit, ah ouais, d'accord, le type, il se met 10 000 euros par mois dans les poches, mais il rembourse même pas. Même ça, c'est trop dur. Ceci dit, je ne m'inquiète pas trop pour lui. Les avocats parlent déjà de son état de santé préoccupant et vont probablement l'extirper assez vite de la prison. Et tant pis... Tant pis d'ailleurs, je ne sais pas ce que tu allais dire. Ah, vas-y, je t'en prie. Pardon. Tant pis d'ailleurs s'il est mis en examen pour association de malfaiteurs dans l'affaire Kadhafi sous Sarkozy, ou qu'il doit être jugé pour financement illicite de sa campagne législative en 2012. Hein. Il est tellement âgé. Hein. Bon, j'espère qu'il sera assez malin pour pas se faire attraper en train de zouker en pleine rue comme Balkany. J'y pensais. Quelques jours après avoir été libéré pour raison de santé. Attention, Claude Guéant, les réseaux sociaux, c'est méchant, c'est très méchant, ça laisse rien passer. Bon, petite interlude, Nadia. Je souhaite avoir une pensée sincère envers tous les gens de droite qui hurlent au laxisme de la justice et qui, cette semaine, eux non plus ne doivent pas avoir les yeux en face des trous. Ces gens ont un champion, le grand, l'invaincu, le superbe Gilles-William Golnadel qui parle tous les jours d'une justice laxiste. Bon, il y a un sous-titre, hein, c'est envers les Noirs et les Arabes, mais qui déclarait récemment à propos de Claude Guéant, je le cite, « Quand vous avez un sens de la justice, vous considérez cette situation comme particulièrement injuste quand même. » Voilà, il a dit ça. Hein. C'est ça. Bon, je pense que c'est maintenant une sorte de tradition par détestation de la police d'État et des polices de la nation que de brûler les voitures. Alors effectivement, Jean-Claude espère comme ça, mais sans trop y croire, qu'il va y avoir une réponse pénale. Vous n'y croyez pas, vous ? Non, mais enfin, ce que je vois moi, c'est que c'est beaucoup plus facile que de mettre en prison
un ministre de l'Intérieur de 77 ans sous prétexte qu'il a partiellement seulement payé ses amendes et ses dommages d'intérêt que de mettre hors d'état de nuire des délinquants chevronnés. C'est tout ce que je constate empiriquement. Ok. Ah bah on est bien, hein. Entre amis, on est toujours très bien. Bon, mais continuons notre petit tour de France des insomniaques comme moi. Deuxième individu qui n'a pas dû très bien dormir, alors lui on le connaît déjà, Alexandre Benalla. Et oui, Alexandre Benalla et son épouse sont la cible d'une enquête sur des soupçons de corruption autour d'un contrat de sécurité signé entre l'oligarque russe Iskander Makhmoudov et son pote Vincent Kras, qui avait été également vu en train de taper du manifestant hein, lors du 1er mai 2018. Et pour lui aussi, ça commence à faire beaucoup. On a connu l'affaire Benalla du 1er mai, on a connu l'affaire des faux passeports diplomatiques et maintenant des soupçons de corruption. La barque commence à être chargée pour Alexandre Benalla. Je rappelle d'ailleurs à propos de Benalla, juste comme ça, qu'un certain Emmanuel Macron avait à l'époque déclaré, je le cite, « Le seul responsable, c'est moi ». Venez me chercher. Venez me chercher. Bah, écoutez, je passe un appel aux magistrats de France si jamais ils souhaitent en savoir plus sur l'affaire Benalla. L'adresse Peut-être. est facile à trouver. Voilà, on a l'adresse. Ouais. Ah, ça en fait des affaires, hein. C'est pas les seuls. T'as un autre dos, là. Écoute, on en a eu plein. On a eu le Modem, avec des mises en examen pour complicité de détournement de fonds. On a eu Richard Ferrand pour prise illégale d'intérêt et recel. L'affaire Colère, les homards de Rugy, les mandats que Jean-Paul Delevoye a oubliés. L'affaire du syndicat Avenir Lycéen, qui a ouvert une enquête pour détournement de fonds publics récemment. L'ex-ministre de la Santé Agnès Buzyn, mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui. L'affaire Darmanin, la mise en examen du ministre de la Justice, Dupond-Moretti, pour prise illégale d'intérêt. En fait, il y en a tellement qu'on pourrait presque faire une compile, Nadia. Tu sais, à l'époque, il y avait les compiles Ryan B. Fever. Ben là, je pense qu'on pourrait se faire une playlist aussi, ou au moins une petite compilation, au moins une vidéo YouTube, un truc du genre Emmanuel Macron... Best of condamnation, best of poursuite en justice. Là, ça serait pas mal. On pourrait se faire un petit truc. Je pense qu'on pourrait se faire une belle compile. Mais d'ailleurs, tu as cité que des Noirs et des Arabes au passage. Ah bah oui, Colère, Dupond-Moretti, voilà, hein, c'est bien connu. La grande délinquance. Et oui, ça en fait des gens poursuivis et condamnés, mais par rapport à ce que vit le peuple français, c'est pas grand-chose. Je rappelle que lors des Gilets jaunes, l'organisation de l'ONG de défense des droits humains, Amnesty International, recensait pas moins de 11 000 placements en garde à vue entre novembre 2018 et juillet 2019, dont la moitié libérés sans poursuite. C'est-à-dire qu'ils ont été poursuivis, ils ont été mis en garde à vue pour rien. D'autres ont été poursuivis, parfois condamnés pour des activités qui, selon l'ONG, ne devraient pas constituer des infractions pénales. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui ont déployé des banderoles où ils disent on ne veut pas de LBD et ils ont été poursuivis pour outrage. C'est vraiment arrivé ce genre de situation. On parle de gens qui ont simplement exercé un droit fondamental, celui de manifester. On parle de gens qui ont comme seul tort d'être au mauvais endroit, au mauvais moment. On parle d'acharnement contre des militants. Je pense par exemple à Odile Morin, qui est une militante accusée d'avoir blessé un policier depuis son fauteuil roulant, ce qui est quand même assez audacieux. Et on parle aussi de ceux qui n'ont pas le droit ou pas eu le droit à la justice, ou parfois même qui ont eu le droit à des justices expéditives. Et je ne peux pas m'empêcher de finir cette chronique sans penser très fort aux proches de Cédric Chouviat, notamment à sa fille Sophia, qui est mort à la suite d'une interpellation policière, étouffé. Il aurait eu 44 ans hier. Je souhaite juste, moi, dans toutes ces histoires-là, pas que tout le monde aille en prison, mais juste que les petits, ceux qui n'ont pas d'avocat réputé, puissent juste connaître un peu de répit, un peu de repos pour tous, notamment les gens qui sont mobilisés pendant les Gilets jaunes, pour les jeunes de quartier, que tous ces gens-là puissent eux aussi bénéficier d'un peu de mansuétude de la part de la justice, de s'extirper un peu de cet acharnement-là, pour qu'eux aussi puissent un jour, comme les Colères, comme les De Rugy et comme les autres, puissent un jour dormir sur leurs deux oreilles. Merci David Guiraud. Déjà, si on commençait à ne pas incriminer les victimes, ça sera un bon début. Ah bah sur les Gilets jaunes, les avocats des Gilets jaunes parlaient en fait, ils disaient que c'était pas, tu sais, il y a la présomption d'innocence, mais en fait sur les procédures vis-à-vis notamment des gens qui se faisaient attraper pendant les Gilets jaunes pour rien, quoi. Bah en fait il y avait la présomption d'innocence, mais eux c'était plutôt une présomption de culpabilité. C'est-à-dire que avec tous les dispositifs légaux qui ont été mis en place à ce moment-là, les états d'urgence qui sont succédés, bah il y a une ambiance telle que en fait dans les poursuites, dans les rapports de police, etc., les gens étaient présumés coupables avant d'être présumés innocents. Et c'est juste ça qu'on demande, hein.
Je veux dire, il y a peut-être des affaires où il va y avoir des classements sans suite pour les puissants, ça peut arriver. Mais on aimerait bien que ça arrive plus souvent aussi pour les gens qui n'ont pas de brillants avocats pour les défendre, parce qu'il y en a plein, et que c'est très très fatigant pour les rares avocats qui se mobilisent, qui sont brillants par ailleurs. Mais quand tu as 10 000 dossiers sur les bras, ça devient compliqué de tout suivre et de tout défendre avec la même qualité. Oui, tout le monde n'a pas la chance de connaître aussi des procureurs, parce qu'on parlait des bons avocats, il faut parler des amis procureurs. L'affaire Colère, justement, sur ses liens avec MSBC, etc., alors lui, c'est une affaire de prise illégale d'intérêt. Il y avait une note de Macron, à l'époque, qui avait été révélée par Mediapart, qui indiquait quand même qu'il y avait une note de l'Élysée qui avait pas mal influencé les poursuites. Donc voilà, les puissants, eux, ils ont les moyens de se débrouiller. Ils ont les moyens d'aller chercher les vices de procédure, d'aller chercher tout ça. Le problème, c'est que les pauvres, eux, quand tu te fais attraper et que tu passes en comparution immédiate, c'est direct, quoi. Voilà. Il y a des gens qui sont pas au courant de leurs droits aussi. C'est quelque chose d'extrêmement fort dans ce pays. Les gens qui sont pas au courant de leurs droits, qui se font attraper pour une affaire, mais parfois pour des affaires de petite délinquance ou autre, mais qui prennent des tarifs maximum parce que comparution immédiate. Et alors là, tout ce que tu dis est retenu contre toi et tu te fais avoir. Et même pire, il y a eu des affaires là récemment. On en avait parlé aux médias. Notamment des jeunes qui étaient accusés d'avoir incendié un véhicule de police. Ça avait créé beaucoup d'émoi à l'époque parce que des policiers avaient été attaqués. Sauf qu'en fait, ils ont recherché des coupables. Et en fait, ils ont pris des innocents et ils les ont accusés, ils les ont chargés. Et il y a des gens qui ont fait de la prison pour rien. C'est le cas de jeunes aujourd'hui, notamment de jeunes de quartier, qui font de la prison pour rien. On se souvient de Michel Zecler, c'est pareil. Michel Zecler, sans les caméras, il y a un faux et usage de faux de la police. Donc c'est la parole des policiers contre la sienne. C'est prison, hein. Voilà, c'est outrage et rébellion. Marcher avec une GoPro dissimulée pour se protéger. Non, mais c'est terrible. Et d'ailleurs, tu disais effectivement, on maintient les Françaises et les Français, enfin tous ceux qui d'ailleurs vivent sur le territoire, dans l'ignorance de leurs droits, tout en leur demandant que nul n'est censé ignorer la loi, n'est-ce pas ? Et dans le même temps, et ça, faut aussi le rappeler, c'est que le procureur dépend du ministère public. Donc tu le disais, le fait que Macron écrive une petite note, c'est parce que le procureur, celui qui décide de l'opportunité de poursuivre ou pas, dépend de l'exécutif. Et d'ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme, ça va faire peut-être 20 ans qu'elle demande à la France de réformer justement son code de procédure pénale pour garantir justement cette séparation des pouvoirs. On ne peut pas être... Ça fait partie des gros chantiers qu'on demande depuis longtemps. Et on a eu, en tout cas les magistrats et les avocats avaient eu un petit espoir avec Dupond-Moretti. Oui. Parce que Dupond-Moretti vient quand même du milieu des avocats. Et donc est sensible à la question. Il en a parlé lors de son investiture, enfin en tout cas de la passation de pouvoir, je crois. Au moment où il devenait ministre de la Justice, il voulait en faire de ses chantiers prioritaires. Et le problème, c'est qu'on ne sait toujours pas trop où on en est de ce point de vue-là, de la séparation effective entre l'exécutif et le judiciaire. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de lien. Mais là, en fait, il y a trop de consanguinité. En fait, ça va trop loin. Le parquet est aux ordres de l'exécutif aujourd'hui. Enfin, c'est des relations d'autorité, des relations de hiérarchie qui sont tellement en plus imbriquées avec le temps ou autre que, quand ta carrière, elle dépend de l'exécutif, même si tu n'as pas une consigne claire, quand toute ta carrière dépend de la bonne volonté de l'exécutif, même toi, tu vas avoir tendance à t'auto-censurer, à aller dans le sens de l'exécutif. Il y a plein de choses qui font que du coup, tu te retrouves de fil en aiguille avec des décisions injustes. Exactement. Tous les gens ne sont pas payés par l'exécutif. Mais le système est organisé pour que l'exécutif ait quand même très souvent gain de cause. Et c'est ça qui est problématique. Et ce qui est problématique, effectivement, c'est que ce droit à un procès équitable, qui est un droit fondamental, est mis à mal, justement, par ces pouvoirs qui s'entremêlent, pouvoir exécutif et judiciaire en France. Bon.